Afrique, nous partons au Lesotho, où la culture du cannabis médicinal est désormais autorisée et attire de nombreux investisseurs étrangers. Nous nous rendons également au Nigeria, à la rencontre de ces jeunes qui sont rentrés au pays après l'échec de leur voyage vers l'Europe. Mais d'abord, les titres de l'actu. Au Botswana, le président sortant Mokgweetsi Masisi remporte vendredi les élections générales. Il dirige le pays depuis avril 2018 à la suite de la démission de son prédécesseur Ian Khama, conformément à la constitution du pays qui limite à 10 ans le mandat des chefs de l'État. Le parti du président est à la tête du pays depuis son indépendance en 1966. Pour la première fois, le parti a failli perdre sa majorité au Parlement suite à une fronde lancée par Ian Khama. Le premier sommet Russie-Afrique s'est tenu cette semaine à Sotchi. Le président russe Vladimir Poutine a conclu jeudi ces 2 jours d'événements. Le premier sommet Russie-Afrique s'est achevé. Pour résumer ces 2 journées de travail, on peut déjà dire que cet événement a ouvert une nouvelle page des relations entre la Russie et l'Afrique. Le président russe veut intensifier la coopération économique avec l'Afrique et faire passer à 40 milliards de dollars les échanges commerciaux entre son pays et le continent d'ici à 5 ans. Ce sommet consacre le retour de la Russie en Afrique, délaissée par Moscou depuis la chute de l'URSS au profit d'autres puissances comme la Chine. Le nouveau président tunisien, Kais Saied, a prêté serment mercredi devant le Parlement. Il a annoncé ses priorités, parmi lesquelles le respect de la loi, l'égalité entre tous les Tunisiens et le renforcement des droits des femmes. Élu le 13 octobre avec 72,71% des voix, Kais Saied succède au président par intérim Mohamed Ennasser, nommé après le décès de Béji Caïd Essebsi. Le nouveau président s'est ensuite dirigé vers le palais présidentiel de Carthage, où il a pris ses fonctions. L'ancien numéro 2 du régime de l'ex-président gambien Yahya Jammeh a reconnu lundi sa part de responsabilité pour l'arrestation, la torture et l'exécution d'opposants supposés. Edouard Singate a été entendu dans le cadre de la commission Vérité et Réconciliation, chargée d'enquêter sur les crimes commis pendant les 22 ans du régime de Yahya Jammeh. Vous avez également reconnu votre responsabilité en tant que commandant qui a ordonné l'exécution de Fafanyang, Bassirou Camara et E.M. Sesay à Yundum Barracks le 11 novembre. Oui, monsieur, je la reconnais. Ancien militaire, Edouard Singate a joué un rôle clé dans le coup d'État qui a porté Yahya Jammeh au pouvoir en Gambie en 1994. Il l'a par la suite fidèlement servi pendant 13 ans. Les Guinéens ont défilé en masse jeudi à Conakry pour protester contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. S'il veut se représenter, Alpha Condé doit modifier la Constitution. Nous sommes contre la modification de la Constitution. Nous sommes contre le pouvoir à vie. Nous sommes contre la corruption. Nous sommes contre la mauvaise gouvernance. Nous sommes là aujourd'hui pour manifester notre colère. Parce que l'FNDC a lancé un appel solennel à tous ces militants. Pays pauvre, malgré des ressources minières importantes, la Guinée est en proie à une intense contestation depuis 2 semaines. Elle a déjà fait une dizaine de morts, des dizaines de blessés et de nombreuses arrestations. L'opposition dénonce ces derniers mois une dérive dictatoriale d'Alpha Condé au pouvoir depuis 2010. Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar était samedi à Djouba pour s'entretenir avec le président Salva Kiir à 2 semaines de la date butoir pour former un gouvernement d'union nationale fixé au 12 novembre. Machar a annoncé dimanche vouloir un nouveau report pour la formation de ce gouvernement, estimant que toute précipitation conduirait à la catastrophe. Le Soudan du Sud a sombré dans la guerre civile en 2013, 2 ans après son indépendance du Soudan, après que Salva Kiir, issu du peuple Dinka, a accusé Riek Machar, qui était alors son vice-président et qui est membre de l'ethnie Nuer, de fomenter un coup d'État. Le conflit a fait plus de 380 000 morts et déplacé plus de 4 millions de Sud-Soudanais. Sous ces serres, pas de fruits ni de légumes, mais des centaines de kilomètres de plants de marijuana. Le Lesotho est le premier pays africain à autoriser la culture du cannabis médicinal, une nouvelle législation qui attire les investisseurs étrangers. Le secteur pèserait 150 milliards de dollars au niveau mondial et les terres fertiles du Royaume du Ciel, comme on le surnomme,
en font un véritable Eldorado pour une entreprise comme Medigro, qui s'est installée près de la capitale Maseru. Je pense que le Lesotho est super parce que la nature est intacte. L'air que vous respirez ici est pur, l'air de la montagne est incroyable. Il y a des ruisseaux avec de l'eau propre en abondance, donc les conditions sont favorables à la culture du cannabis. Mais cultiver l'or vert a un prix. Le gouvernement facture 30 000 € par licence qu'il faut renouveler tous les ans. Une somme colossale pour les agriculteurs locaux dans un pays frappé par le chômage et la pauvreté. La plupart des gens vivent du cannabis, mais illégalement. Alors on espérait que ce serait l'occasion pour eux de la cultiver légalement maintenant et d'essayer d'améliorer leur vie. Donc s'ils n'ont pas cette opportunité à cause de l'argent, je pense que c'est un peu injuste pour eux. La culture du cannabis remonterait au XVIe siècle au Lesotho. Elle occupe encore aujourd'hui une part importante des revenus des petits agriculteurs qui comptent sur les contrebandiers pour vendre la marchandise en Afrique du Sud. C'est une activité dangereuse, mais je fais vivre mes enfants grâce à ça. Ils ont de quoi manger et s'habiller, mais je peux mourir à cause de la contrebande. Le marché mondial du cannabis pourrait atteindre plus de 270 milliards de dollars d'ici une dizaine d'années. Une manne financière dont les petits planteurs du Lesotho sont encore exclus. Gloria rêvait d'une carrière dans la mode à l'étranger. Aujourd'hui, elle travaille dans cet atelier de survêtements synthétiques. Depuis son retour à Benin City, elle coud à la chaîne pour 40 $ par mois. Comme de nombreux Nigérians qui ont tenté de fuir la misère, le voyage de Gloria s'est arrêté en Libye sur le chemin de l'Europe. Mon père pensait que si je partais, je pourrais venir en aide à la famille. Donc quand je suis revenue, je n'ai raconté qu'à lui tout ce que j'ai vécu. Quand les autres me demanderont, je ne le raconterai pas. Comme elle, 14 000 jeunes Nigérians sans éducation et bloqués en Libye sont rentrés au pays depuis 2017 grâce à un programme des Nations Unies. L'État d'Edo leur met à disposition une allocation d'une centaine d'euros environ. Pour tenter de se réinsérer, ils suivent un programme de formation. C'est une priorité pour nous de donner aux rapatriés et aux jeunes, qui sont pour certains des migrants, des emplois et des opportunités qui les intéressent. Des choses qu'ils aimeraient faire, mais pas seulement. Nous ne voulons pas seulement qu'ils soient embauchés, mais aussi qu'ils évoluent. Au Nigeria, 55% des moins de 35 ans n'ont pas d'emploi. C'est le cas de Tike, qui a tenté de rejoindre l'Europe en 2017. Malgré une formation de boucher, il est au chômage depuis son retour. C'est dans ce minuscule de pièces qu'il doit vivre avec sa femme et sa fille. Quand j'étais en Libye, je me disais « il faut que tu survives » et c'était difficile. J'ai traversé beaucoup d'épreuves, mais si j'ai pu survivre 4 jours dans le désert sans manger, alors je peux jeûner dans mon pays pendant 1 mois. Je suis mieux ici. Plus de 60 000 Nigérians sont toujours bloqués en Libye. La grande majorité d'entre eux sont dans des centres de rétention ou entre les mains des mafias et des milices locales. L'Afrique du Sud affronte le Pays de Galles dimanche en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby au Japon. Les Springboks seront privés de leur ailier star, Cheslin Kolbe, blessé à une cheville, remplacé par Zbukosi. C'est un coup dur, car on connaît sa qualité et on connaît son apport. Mais si on regarde sa performance, le week-end dernier, elle était moins bonne que ses précédentes. Il était handicapé par sa cheville. Kolbe s'est blessé à une cheville lors de la victoire écrasante en phase de poule contre l'Italie, 49-3, et était loin de son meilleur niveau en quart contre le Japon, match qui s'est soldé par une victoire 26-3. C'est tout pour cette semaine dans Afrique. À la semaine prochaine.